Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. On continue les petites vidéos de réflexion sur la Shadow March 3 là. Dans la vidéo de game design entre guillemets, enfin non c'est du game design, je vois pas pourquoi je mets des guillemets en fait. Précédente, attendez je la refais en entier. Dans la vidéo précédente, on avait vu un petit peu les mécaniques d'attrition que j'avais envie de mettre en place pour cette nouvelle Shadow March. Dans cette vidéo, on va plus parler de structure de préparation de campagne, mais il y a aussi des petites mécaniques pour l'XP que j'ai ajoutées. Donc je vais vous les présenter, vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix, tout simplement. On va commencer par une question fondamentale, selon moi, après je sais pas pour vous, qui est celle des moyens. Parce que souvent, on a une idée de campagne et voilà, on se dit ah bah c'est ça que j'ai envie de jouer, les thèmes, machin et tout. Donc je pense que la plupart du temps, on se questionne surtout sur la fin de notre campagne, qu'est-ce qu'on essaie de faire ressentir, c'est quoi l'histoire qu'on a envie de faire vivre, etc., etc. Mais moi, il y a une question qui est assez centrale, c'est celle des moyens que je vais utiliser, la manière dont on va faire. Et c'est pas forcément directement lié à des règles, on va dire à des règles qui feraient partie du système que vont manipuler les joueurs en fait. Par exemple les règles de combat, je sais pas quoi, enfin ce qu'on met souvent sous les règles en fait. Mais c'est plutôt sur quelle va être finalement ma manière de préparer la campagne en fait. Et donc on va aller voir ça. Donc vous vous en doutez, ça va sûrement être encore assez bac à sable, mais j'avais envie de changer déjà pour faire quelque chose de différent mais aussi pour faire quelque chose d'un peu moins hardcore que la Shadow March 2. Donc je vous explique. Les objectifs avec la Shadow March 3, c'est à peu près les mêmes, globalement, que ceux de la Shadow March 2. C'est-à-dire que le but, c'est de mettre l'accent sur l'exploration et la résolution de challenges. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que les joueurs, ils aient le sentiment de découvrir des choses et pas juste qu'il y ait entre guillemets un univers qui se déploie au fur et à mesure de là où ils marchent, vous voyez. Donc il y a une carte dès le départ avec des indices visuel de ce qui pourrait se trouver à certains endroits, plusieurs accroches. J'ai envie que les joueurs ils puissent ressentir le fait que s'ils fouillent quelque part, ils peuvent trouver quelque chose. Donc globalement, je veux faire ressentir ce sentiment qu'il y a quelque chose à explorer, qu'il y a quelque chose d'existant. Et j'ai envie aussi qu'il y ait une histoire de résolution de challenge, et pour qu'il y ait une vraie sensation de résolution de challenge selon moi, il faut qu'il y ait des systèmes dans le jeu. Parce que si c'est que à l'impro, entre guillemets, la résolution de challenge, ça veut dire que c'est plus ou moins moi qui contrôle s'ils réussissent ou s'ils échouent à chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose. S'il n'y a pas un vrai système qui sous-tend tout ça. Bien sûr, le système, il n'est pas dans le marbre, on joue pas non plus... Enfin, on peut pas tout prévoir, mais voilà, ça c'est important pour moi. Ça signifie aussi, je le précise, que quand moi j'essaie de préparer du challenge, c'est pas vraiment une question d'équilibre. On peut être au mauvais endroit au mauvais moment dans une situation beaucoup trop compliquée et avoir à fuir peut-être et revenir plus tard, etc. Je cherche pas à préparer des trucs hyper équilibrés partout, etc. Mais je réfléchis néanmoins à ce qu'il y ait des challenges. Ensuite, c'est un peu concomitant, je dirais, avec l'exploration et le challenge. Je trouve que l'exploration, ça fait ressentir beaucoup de liberté comme manière de jouer. Le fait qu'il y ait plus de choses, comment dire, qu'on soit pas juste dans la poursuite d'un objectif linéaire qui nous mène d'un point A à un point B, un point C, un point D, un point que sais-je, avec à chaque fois le MJ qui nous donne les informations nécessaires pour passer d'un de ces points à un autre. Pour moi, c'est ça l'exploration, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'informations et on fait des choix dans les directions vers lesquelles on va aller et ça fait qu'on va découvrir des choses différentes. Au niveau de la liberté, du sentiment de liberté, c'est aussi le fait que il n'y a pas forcément un objectif central. L'objectif va se dessiner un petit peu au fil des choix des PJ dans le cadre du chapitre en cours, de l'arc en cours, entre guillemets, de la partie, finalement. Et l'impact, c'est pareil, quoi. Pour qu'il y ait un sentiment d'impact, il faut pas que le MJ contrôle tout. Il faut pas qu'il ait forcément le dernier mot sur tout. Et donc, un système, c'est un bon moyen de créer de l'impact. Un objectif, alors qu'il n'est pas vraiment un objectif, mais en gros, le truc que j'envisage de faire un peu évoluer par rapport à la Shadow March 2, c'est que ce soit un peu moins de la simulation, un peu moins ultra préparé. C'était vraiment ultra préparé, on va y revenir. Et peut-être un petit peu plus gamey, un petit peu plus, on va dire ludique, hein, pour ceux que ça tord là d'entendre de l'anglais, des expressions là bizarres. Un petit peu plus ludique, ouais. Il y a certaines mécaniques, par exemple, genre le fait de devoir avoir de la bouffe, etc. Nanana, ça a été, je les ai modifiés pour que ce soit plus impactant et moins réaliste en soi dans la gestion, la manière dont c'est mis en place. Et aussi un truc dans la simulation que j'ai envie de faire moins, c'est un côté avant, tout était un peu chronométré. Alors c'était pas à la seconde près, j'avais pas un calendrier avec chaque événement, etc. Si les PJ font rien, il va se passer ça dans tel pays et tout. Mais j'avais, ouais, globalement, à chaque séance,
j'avais beaucoup plus de factions en tête que ceux que les PJ n'avaient rencontrés, et je les faisais tout avancer. Ce qui, honnêtement, en termes d'impact pour l'expérience des joueurs, n'est pas énorme, même si ça fait que l'univers, au final, est plus réaliste. En fait, la valeur perçue de ça pour les PJ était très faible, je pense. On va dire que c'était beaucoup d'efforts pour très peu de retour sur investissement, en fait. La manière dont je gérais certaines choses dans la Shadow March 2, c'est-à-dire de faire avancer toutes les histoires en même temps, toutes les storylines, tous les machins, ça créait une énorme complexité pour moi, à laquelle finalement les PJ n'avaient pas vraiment accès, en fait. Mais c'était cool, hein, c'était un exercice. L'exercice de la Shadow March 2, en fait, je risque de me tromper entre Shadow March 1 et 2. Hein. Mais l'exercice de la Shadow March 2, pour moi, c'était vraiment de créer la simulation énorme du bac à sable. Et c'était cool, j'ai fait plein de trucs cool, mais honnêtement, c'est beaucoup trop fatigant par rapport au retour investissement. Dans cette Shadow March 3, j'ai envie de retourner un peu plus sur ce qu'on pourrait appeler un 20-80, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire trouver le 20% d'action qui crée 80% de l'effet positif. Mon problème avec ça, vous allez le voir, c'est que dans cette logique de trouver les mécanismes qui vont rendre la partie plus simple pour le MJ et pour autant donner le plus d'effets positifs global pour l'expérience et pour les joueurs, je trouve qu'on a tendance à beaucoup s'appuyer sur des techniques que j'appellerais d'illusionnisme, comme les trucs quantiques, quoi. C'est-à-dire que peu importe la direction dans laquelle les PJ vont, hop, nous on met notre préparation devant eux. Ça, j'aime pas trop. Pareil, le fait que par exemple on ait un système très très vague qui nous permet de vraiment beaucoup le contrôler en tant que maître du jeu pour amener, finalement avoir une expérience très très contrôlée. Certes, des fois c'est ce qui va permettre de faire la scène un petit peu stylée qu'on imagine, du canon esthétique, etc., et que les règles nous surprennent moins. Mais moi j'aime pas trop ça, donc l'enjeu c'est d'être un peu moins, pour moi dans cette Shadow March 3, rigide sur la préparation, me permettre un peu plus de souplesse, un peu plus d'improvisation, etc., tout en préservant au maximum les effets positifs du reste. Ça peut sembler un petit peu flou, mais on continue. Donc si on devait reprendre un peu la Shadow March 2, qu'est-ce qu'il y avait ? Dans la Shadow March 2, il y avait du big plot, c'est-à-dire qu'il y avait des grosses factions qui faisaient des gros trucs. Donc ça, c'est pas... Parfois, plot, on considère que c'est l'intrigue le scénario, en fait, mais non, c'est pas ça. C'est juste les factions, elles ont des agendas et elles avancent. Donc, il y avait ça. Il y avait beaucoup de world building et de choses interconnectées. Trop, à mon avis. Même si ça a eu des effets positifs, il y en avait trop. Et il y avait le 0% quantique. Alors, quand je dis 0%, c'est faux. C'est une image. Il y a forcément, là j'ai plus d'exemples en tête très précis, mais il y a forcément un moment, genre en fin de séance, où je me disais, ah là, il devrait y avoir une rencontre aléatoire, mais on va arrêter. Il y a toujours eu des petits ajustements comme ça, mais honnêtement, j'avais jamais fait un truc aussi peu quantique. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le quantique, je le rappelle, enfin je crois que je l'ai dit juste avant, mais grosso modo, c'est l'idée que vous déplacez les choses sur la route des PJ. C'est-à-dire que quand ils vont dans un donjon, par exemple, vous leur dites, là c'est le pire exemple, c'est le pire truc quantique à faire que je donne comme exemple. Tout le monde ne fait pas ça. Hein. Le pire truc quantique, c'est est-ce que vous allez à gauche ou à droite ? Les PJ, ils réfléchissent à s'ils vont à gauche ou à droite, et en fait, peu importe qu'ils aillent à gauche ou à droite, vous leur mettez la même chose. En gros, le quantique, c'est déplacer les choses, faciliter, et ne pas avoir à improviser. Et souvent, ça donne lieu à des choix qui n'en sont pas, en fait. En fait, si le fait d'aller à gauche ou à droite n'a aucun intérêt, autant dire au PJ, vous avancez, vous arrivez quelque part. Enfin, je pense que c'est le truc le plus honnête, finalement. Après, le quantique, ça peut être autre chose. Il peut y avoir des petits ajustements quantiques, genre les PJ, durant votre campagne, ils décident d'aller dans un donjon, et là vous vous dites, pour que ce donjon il soit un peu plus marrant, je pourrais remettre ce PNJ qu'ils avaient croisé il y a longtemps, même si ça fait pas trop sens, et que a priori le PNJ il devrait pas trop être là, bon je vais trouver un moyen qu'il soit là, etc. Donc là c'est plus un ajustement quantique, vous voyez, c'est pas en pleine partie. Je déplace des bouts d'univers juste pour faire ce que je veux et finalement enlever en fait le côté vraiment exploration, choix, j'ai envie de dire, ou en tout cas en faire une illusion. On va dire que ça c'est l'extrême quantique. Les petits ajustements quantiques, ça permet de gérer un peu mieux le rythme, qui n'est pas une fin en soi, hein, le rythme en fait dans la partie. Ça peut être un objectif d'avoir un truc ultra rythmé, ultra cinématographique, mais des fois, à force de tout faire pour préserver le rythme, on passe à côté d'autres choses. Enfin bref, là je pars trop loin. Mais en gros, dans la Shadow March 2, il y avait très peu de quantique. Je pense en mettre un peu plus dans la Shadow March 3, même si honnêtement, je n'en fais pas une règle. Mais je vais moins être... disons que je vais moins en faire un truc qui va faire partie de mon code de l'honneur, ou de mon code de MJ un peu pour cette campagne. Moi, j'aime bien avoir un peu un code de MJ, vous voyez, pour créer une expérience spécifique avec une manière de préparer spécifique. Et ben ça, ce sera moins un des dogmes
que je vais m'imposer pour cette campagne. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il y avait de positif dans la Shadow March 2 ? Dans la Shadow March 2, il y avait, je pense, ce qui était le plus positif. Je prends que les points les plus importants, en positif comme en négatif. Et je prends que ceux qui concernent cette préparation. Ici, on parle pas des joueurs, etc., du fait qu'on s'entendait bien, qu'on rigolait bien et tout. Je parle des trucs qui ressortaient de la manière dont je préparais. C'est mon objectif dans cette vidéo. Positif, sentiment de profondeur, je pense. Les PJ, à chaque fois qu'ils creusaient quelque part, ils trouvaient des objets magiques, ils trouvaient une lettre écrite par un PNJ à un autre. Ils découvraient parfois des trucs à une séance, genre un truc complètement anodin, vous voyez, genre un peu comme si vous étiez dans Skyrim. Alors pas au point de Skyrim, on est d'accord. Mais je vais quelque part, je prends un livre, je décide de lire ce livre, bam, le MJ il a prévu des informations dans ce livre qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, avec la quête et tout. Mais 6 séances après, boum, je vais chez quelqu'un d'autre, et en fait, je me rends compte que c'est l'auteur de ce livre. Enfin, ça peut être ce genre de délire-là, vous voyez. Ça, je pense que c'est puissant comme sentiment. En gros, ça donne l'impression que tout est extrêmement cohérent, quoi. Ensuite, il y a le sentiment d'immensité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses de préparer à l'avance, et donc en permanence beaucoup de choix de direction dans lesquelles aller, et aussi, au-delà de ça, une philosophie de jeu qui était celle de leur rappeler en permanence, si vous allez quelque part où j'ai rien préparé, allez-y, j'improvise. En fait, une clarté absolue sur le fait que, comme il y a 0% de quantique, tous leurs choix ont un impact et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je pense que le fait qu'ils le sachent, que ce soit explicite, ça a donné un énorme sentiment d'immensité. Que ce soit le contrat, en fait. Ça a donné ce côté, on peut aller où on veut, etc., je pense. Où qu'on aille, on trouvera quelque chose de différent. En fait, c'est ça, le plus important. C'est où qu'on aille, on trouvera quelque chose de différent. Ce sera pas le truc qu'avait prévu le MJ qui sera déplacé devant nous. Donc, tous nos déplacements, tous nos choix sont impactants. Voilà. Les moins négatifs, énormément de complexité, inflation d'informations en fin de campagne. Typiquement, ils arrivent à Pagor. J'ai lancé déjà tellement d'accroches, j'ai ouvert tellement de portes dans les autres régions que quand ils arrivent à Pagor, j'ai déjà une ville mais qui fourmille de détails. Et encore, ça c'est pas gênant que ça fourmille de détails. C'est que ça fourmille de trucs interconnectés et honnêtement, mon cerveau ne pouvait plus processer ça, quoi. À la fin, j'étais en mode je simplifie tout. C'est trop compliqué pour moi de suivre ce que j'ai créé en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas, y a pas de frustration d'avoir créé. Vous voyez, souvent on dit la frustration, c'est d'avoir créé des choses qui ne seront pas jouées. Moi, ça me dérange pas, parce qu'on recycle, etc., etc. C'est plutôt le fait que mentalement, je me dise que tout est canon, c'était beaucoup trop de surcharge cognitive, ce qui fait qu'à la fin, j'abandonnais tous mes principes, en fait. J'abandonnais tous mes principes, on est arrivé à un niveau de surcharge beaucoup trop élevé. Donc, ça faisait que je retirais des factions auxquelles j'avais pensé, bam, 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 alors que pourtant, il y avait déjà pu avoir des indices disséminés plus tôt dans la campagne de l'existence de ces factions, vous voyez. Donc les PJ auraient pu légitimement se demander elles sont où ces factions ? En fait non, parce que eux aussi peuvent pas retenir autant d'informations. Les retirer, ça ne retirait rien forcément à l'expérience. Mais le truc c'est qu'elles étaient tellement déjà dans ma tête, je sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, mais c'est très facile d'ajouter des idées dans sa tête, mais très très difficile de les retirer, c'est un peu Inception, vous voyez. Et en fait, il y avait tellement d'informations que ça devenait très difficile pour moi de suivre ce qui était canon, ce qui l'était pas, ce que j'avais décidé de retirer, ce que j'avais pas décidé de retirer. Le puzzle était hyper complexe. Et en fait, j'ai pas envie de me retrouver là-dedans. Et aussi, c'était fatigant en préparation de vraiment faire le 0% quantique, parce que ça voulait dire vraiment préparer beaucoup d'options en avance. Surtout que comme je mettais un point d'honneur à ce que toutes ces options, tous ces lieux, etc., soient interconnectés, je pouvais pas vraiment... J'aurais pu, en fait. Justement, on va y venir. Je ne les faisais pas au hasard. En fait, il y avait tous les donjons, tous les trucs, je les faisais à la mano, quoi. En réfléchissant à cet objet-là, en fait, il appartenait à tel PNJ et on peut lui ramener et tout. Donc c'était vraiment en mode, c'était nimp. C'est-à-dire que je ne mettais pas des donjons complètement random, vous voyez. Par exemple, j'aurais pu faire des donjons aléatoires, j'aurais pu prendre des donjons de modules existants et hop, les foutre quelque part et dire si un jour ils vont là, ils vont dans cette direction, je le relirai. Moi, je sais que je l'ai mis là. Ou alors, s'ils y vont direct alors que j'avais pas prévu, hop, je me sors le PDF et j'essaye de tenir la route, quitte à ce que ce soit pas facile, mais je découvre un peu le donjon en le jouant avec eux, etc. Je ne me prenais aucune de ces facilités. Quasiment toutes les battle maps, tous les trucs, etc. Alors, je faisais pas toutes les battle maps, je faisais pas toutes les maps de donjon, mais je prenais rien d'existant en fait. Donc, une fois que je prenais une carte de donjon existant, préexistant que je trouvais sur internet, je plaçais tous les monstres, tous les objets pour créer l'histoire du donjon, etc. Et en fait, c'est très cool
Mais par rapport à l'ambition et surtout à la liberté donnée aux joueurs, c'était intenable. C'est-à-dire que ça veut dire que si je veux préparer une séance, par exemple, où il y a une carte hexagonale avec plusieurs endroits à explorer, avant même que ça commence, en principe, il aurait fallu que j'ai 4-5 donjons créés à la main, prêts, avant de commencer à jouer. Donc c'est-à-dire que déjà, soit ça force une pause dans la campagne, soit juste, bon, je peux les préparer alors que les PJ ne sont pas encore rendus, mais ça fait beaucoup de charges, quoi. Donc j'ai envie de réduire ça, en essayant de ne pas sacrifier de qualité, ou d'en sacrifier le moins possible. Shadow March 3, du coup. C'est l'objectif maintenant. Eh ben, déjà, j'ai décidé de plus penser la campagne comme un grand univers, mais plutôt comme des chapitres vécus par des personnages, et chaque chapitre se passe dans un petit univers. Il fait partie d'un plus grand univers. Hein. Mais en gros, je ne me concentre que sur ce petit univers avant qu'on se dise « Ah bah ce chapitre est terminé », qu'on se dise « On va aller vers un autre petit univers », entre guillemets, et puis que ça fasse une suite qui, bien sûr, pourra avoir des rappels des chapitres précédents, mais n'est pas pensé l'univers comme un écosystème complet. C'est-à-dire que si... je vais vous remontrer vite fait la Shadow March 2. La Shadow March 2, oh là là, c'est où? J'ai supprimé mes trucs ou quoi? La Shadow March 2, dès le début, c'était pensé comme ça, vous voyez. Il y a une map, il y a des grands trucs et tout. Alors, ils sont pas tous hyper développés. Hein. Vous voyez, si je vais ici, il y a une petite map, il y a 2-3 d'autres zigouigouis. Mais il n'y a pas grand-chose parce qu'ils s'y sont jamais allés. Donc, j'avais pas tout préparé. C'est pas ça qu'on explique. Hein. Mais je pensais tout comme un monde consistant. C'est-à-dire que j'avais même pensé à une région qui se trouvait ici, que j'ai jamais faite en carte, une autre qui se trouvait ici. Enfin, voilà, il y avait un truc très big. Et puis après, bah, quand on zoomait, là, c'était la foire à la saucisse. Hein. Là, c'était la foire à la saucisse. Pagore, c'était d'une complexité folle. Il y avait 15 000 factions. J'avais une map du monde souterrain. Si jamais ils y allaient un jour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des trucs de ce monde souterrain, alors pour le coup, le monde souterrain, c'est pas le meilleur exemple, mais il y avait quelques trucs de ce monde souterrain où il y avait déjà des indices de son existence dans les autres zones. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je l'avais déjà canonisé, en fait. C'était déjà réel, vous voyez. Alors c'est cool, hein. On se dit, ouais, c'est super et tout. Mais en vrai, oui, c'est super. Mais il y a vraiment un effet d'inflation, en fait. Il y a un effet d'inflation où les choses vont se complexifier, ne faire que se complexifier. Encore et encore. Et ouais, c'était pas tenable. Là, j'avais déjà réfléchi à des villes. J'avais fait un donjon qui a jamais été fait ici. Le Palais des Fleurs. Là, mon idée, c'est de penser à une zone. Et dans cette zone, il y a 2-3 storylines grand front. Il y a quelques lieux identifiés, quelques biomes identifiés. Et ensuite, tant qu'on reste dans cette zone, je ne crée pas d'ouverture de porte. Alors bien sûr, il peut y avoir un PNJ un peu exotique qui vient d'un autre endroit, etc. Enfin, je peux jeter des petits trucs, mais il n'y a pas de réflexion sur le reste de l'univers en dehors de ce chapitre. Et donc un chapitre, c'est une map. Hein. Un chapitre, c'est une map. Là, cette semaine, j'ai réfléchi à plusieurs maps différentes, etc. Là, voilà la version actuelle, mais ça a peut-être encore changé, je sais pas. J'ai du mal à me fixer exactement pour le moment. Mais voilà, ça, ce serait un chapitre, en gros. Avec une région, on peut pas en sortir. Alors, il n'y a pas des murs invisibles, hein, c'est juste que je suis transparent avec les joueurs. S'ils sortent de cet endroit, c'est la fin du chapitre. En fait, ils participent plus à cette histoire-là, mais ils peuvent aller vers autre chose, etc. Et en fait, moi, je me concentre vraiment sur ce chapitre, quoi. Sur les factions qui sont dedans, etc. Et quand on estime qu'on a terminé, nos personnages, ils vont autre part. Et il y a un côté plus chronique, un petit peu plus Sword and Sorcery, où les histoires sont pas connectées dans une grande suite, dans une grande fresque. Ça peut être un petit peu plus saga, je sais pas comment dire. Donc après, j'écris pas la campagne en avance, si ça tombe, je vais me rendre compte que ouais, il y a une histoire de fou qui se fait, puis en fait, on joue tout le temps dans ce même endroit, j'en sais rien. Mais ça, c'est la logique sous-tendue, vous voyez. J'aime bien réfléchir à ça. C'est du chapitre par chapitre, 2-3 storylines globales par chapitre, donc c'est ces fameux plots, ces fameux fronts, et plus de Sandstorm, donc plus de choses floues. Je vous renvoie à ce que j'avais fait sur le bac à sable, les vidéos que j'avais faites sur le bac à sable. Plus de choses floues, moins ancrer plein de trucs tout de suite. Et donc, en fait, l'idée, ça va plus être de créer des graines et ensuite de les arroser quand les PJ se dirigent vers elles. Alors, je faisais déjà ça en partie dans la Shadow March, hein, je suis pas non plus une machine. Il y avait des trucs qui étaient pas hyper prêts et quand les PJ s'en approchaient, je les préparais plus.
Mais la plupart du temps, j'essayais de faire tellement des trucs interconnectés, tellement une toile d'objets et de personnages et de lieux liés, que en fait, ça me demandait d'avoir une grosse préparation très en amont, ce qui faisait que je pouvais me lasser un petit peu aussi de ce que j'avais préparé. Ça, c'est un truc dont j'avais pu parler, je crois, je sais plus. Mais où en fait, comme je savais que les PJ ils allaient vers un endroit, alors je sais pas ce qui va se passer sur la route et tout, il y a plein de péripéties possibles et tout. Par contre, je sais que quand ils vont arriver dans cet endroit, grosso modo, dans cet endroit, il y a ça, 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 ça. En fait, je suis moins. Enfin, ça dépend. Il y a des moments où, au contraire, il y a une grosse excitation. Ils vont enfin découvrir tout. Et de temps en temps, je suis en mode, ça fait un mois que j'ai écrit ce truc, je suis plus fan. Vous voyez? Donc en fait, je préfère dégrossir un petit peu la préparation et la renforcer un peu plus au fur et à mesure. Et donc par exemple, je me suis un exemple, ça pourrait être une préparation de 2 lieux par semaine, slash séance, parce qu'on joue à la semaine. C'est-à-dire que comme ça, au début, ils ont un peu moins d'options. Hein. C'est-à-dire que si on devait prendre un exemple, admettons, ils commencent, je sais pas moi, ils commencent là. Moi, je leur dis, vous voyez une ruine ici et vous voyez une ruine ici. S'ils vont où que ce soit ailleurs, je suis plus ou moins dans l'impro, avec éventuellement des tables aléatoires, des trucs comme ça. Mais s'ils vont à un de ces 2 lieux, là, je suis prêt. J'ai vraiment préparé un truc. Et en fait, comme dans une séance, ils vont rarement faire les 2 lieux, je vais avoir petit à petit de plus en plus de lieux. C'est-à-dire que si, grosso modo, ils font un lieu par séance, au bout d'un moment, genre à 8 séances, j'aurais créé 16 lieux, vous voyez. Ça fait que chaque semaine, je peux créer un lieu ou développer un lieu. Je peux peut-être penser par exemple tous les lieux à l'avance, mais en 2 petites lignes, et développer les plus proches d'eux. Et ça va éviter que je sois dans un truc de fou. Et aussi, j'ai envie de limiter les interconnexions. C'est-à-dire que plutôt que par exemple dire qu'à Arcade, là, cette grande ville, en fait, il y a des liens avec tout. Arcade, je sais pas, elle est liée à 3 intrigues, vous voyez. Plutôt que comme c'est une grosse ville, elle est liée à toutes les intrigues et il y a des indices d'intrigues, d'arcade, etc. partout. Créer des formes géométriques un peu plus simples, vous voyez. Dans la Shadow March précédente, la toile d'intrigue, c'était un bordel, quoi. C'était blablabla. Il y avait des trucs dans tous les sens, vous voyez. Là, j'ai besoin d'avoir des formes d'intrigue plus simples, géométriques. Ça pourrait être un sujet de vidéo, ça. Mais en gros, pour que moi, je puisse supporter la charge cognitive de me souvenir de toutes les intrigues, il faut que, par exemple, mon intrigue, je puisse me la figurer comme ça, vous voyez. Que, par exemple, je me dis, cette faction et cette faction se disputent un truc ici. Cette ruine, admettons, il y a une ruine ici, est connectée à cette ville, elle est connectée à un PNJ qui habite dans cette grotte. Et que ça, ce soit pas autant interdépendant, en fait. Parce que moi, en fait, c'est ce que je fais de base. Hein. Je fais pas des trucs hyper compliqués. Genre, je me dis, ce village est connecté à ce village, ils sont en guerre. Et par exemple, ce village-là, il y a une question de avec qui il va s'allier. Vous voyez, en général, je réfléchis à des trucs tout simples comme ça. Et c'est par l'interconnexion de tous ces trucs que ça devient compliqué. C'est-à-dire que ce village-là, il y a un traître qui bosse pour la cité d'Arcade et qui essaye de faire en sorte que cette alliance ne se fasse pas pour que ce village-là détruise celui-ci, pour que le seigneur d'Arcalde, je sais pas quoi, ensuite récompense le traître en lui offrant un territoire vassal qui se trouve ici. Et dans ce territoire vassal qui se trouve ici, en fait, il y a la sœur du mec qui habite dans cette grotte. Et elle va aller prévenir le mec qui est dans cette grotte d'arrêter les fouilles de ce lieu qui pourrait réveiller la malédiction qui se trouve dans le volcan qui est ici. Et en fait, même si c'est pas... En fait, il y a un effet domino vachement pensé, quoi, qui serait cool. Mais si, honnêtement, si c'était un jeu vidéo ou je sais pas, ou si j'étais un super ordinateur. Et je pense pas que ce soit autant nécessaire, en fait. Touc, 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 touc. On supprime. Bam, 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 bam. On enlève tous les petits traits. Tac, tac. Ok. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, le positif que j'espère obtenir, là, on est dans l'espoir, puisqu'en fait, c'est pas joué. Là, c'était le constat. Là, c'est ce que j'espère obtenir. Donc déjà, ce sera plus focalisé sur les personnages. C'est-à-dire qu'en pensant moins le monde, etc., comme un truc immense et tout, je pense que je vais me laisser un petit peu plus de possibilités de me focaliser sur les personnages qui pourraient justifier un peu plus de quantique. Je vais l'ajouter, vous voyez. Parce qu'en général, moi j'aime bien créer l'univers tel qu'il est. Mais par contre, s'il y a des enjeux personnels à mettre en place, etc., créer un peu de quantique, faire ouais, tu vas retrouver quelqu'un que tu connaissais de ton background, etc., dans tel endroit et tout, ça peut être sympathique. Je pense faire un petit peu plus ça. Je pense que ce sera beaucoup plus simple à préparer. Quoique, c'est pas facile, en fait, de sortir de la logique dans laquelle j'étais dans la Shadow March 2, parce que je trouvais ça tellement cool, mais tellement fatigant, en même temps, que j'ai pas envie de le refaire. Mais en même temps, je me dis, ça avait vraiment des grandes forces. Il va falloir que je réussisse à recréer ces grandes forces, mais avec une autre méthode. C'est ça mon objectif. Et le truc, c'est que le cerveau est ainsi fait que, à force d'avoir joué comme ça,
il s'est un petit peu rigidifié dans cette manière de faire, et il faut le ramollir un peu, il faut le masser un petit peu, vous voyez. Et donc au début, ça va pas être facile de préparer comme ça, je risque de retomber dans de la méga intrigue, mais en soi, si je parviens à abandonner ce truc, ça va être plus simple, parce que c'est toujours plus simple finalement d'improviser, etc. Enfin, in fine. Les moins, bah je pense, honnêtement, que je pourrais moins avoir le sentiment d'immensité, de profondeur quand même. Mais je vais sortir un chiffre au pif, ça va peut-être être de l'ordre du 20%, vous voyez. Et en fait, globalement, je pense que je peux faire ressentir l'immensité et la profondeur en changeant légèrement le dosage, et que pour les PJ, ça va pas changer grand chose. Ça va pas changer grand chose. C'est juste que moi, je sais que je serai un peu plus dans l'illusion, que j'aime moyen. Et ouais, je pense qu'au niveau du 20-80, du levier, je pense que je peux obtenir 80% de l'effet profondeur et liberté en faisant moins de choses. Et donc si j'écris moins tiers 1, moins tiers 2, plus, pourquoi ? Parce que j'avais envie de vous parler du blorb. Bah oui, vous avez vu dans le titre de la vidéo qu'il y avait le blorb, et depuis tout à l'heure on n'a pas parlé du blorb, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, le blorb, c'est un concept qui, je trouve, représente assez bien ce que je faisais. Et alors, j'ai découvert, je crois, ça sur une vidéo de Vieux Geek, sur la chaîne YouTube de Vieux Geek, il en parlait. C'est aussi dans Nock. Alors, Nock, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de magazine OSR, où il y a plein de trucs OSR trop bien. Donc, je pense que si vous êtes un peu dans le old school revival, vous connaissez Nock. Et si vous y êtes pas, bah allez acheter Nock. Du coup, en fait, c'est vraiment bien parce que donc c'est par les Merry Mushmen, donc c'est ceux qui ont fait, je crois, le bestiaire folklore. Enfin, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont fait un bestiaire, ils ont quelques petits jeux, petits machins, mais il y a Eric Niodan qui a fait Macchiato Monster, il me semble, qui est dans cette équipe-là. Donc voilà, c'est des Français mais qui font des trucs en anglais. De Old School Revival. Et Nox, c'est vraiment très très bien parce qu'en fait, c'est plein de participations différentes. C'est comme un magazine, vous voyez. Je vous montre un peu comme ça. Et dedans, bah, vous avez plein d'articles écrits par plein de gens différents avec des mécaniques, des idées, de la philosophie de jeu, des tables aléatoires, des objets magiques. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est une sorte de patchwork, mais en fait, c'est très très cool à lire comme un magazine. Exactement. C'est exactement ça. C'est genre, vous êtes en vacances, vous êtes au bord de la piscine. Bon, vous n'avez pas forcément envie de sortir votre livre Dungeon Crawl classique, là, de 100 kilos, avec sa liste de sorts, surtout que quel est l'intérêt de lire tous les sorts ? Enfin, je veux dire, non, vous n'avez pas forcément envie de lire juste les mécaniques, là, comme ça, sauf si vous voulez apprendre le jeu, que vous n'avez pas encore lu le livre. Je veux dire, vous n'allez pas le compulser comme ça encore et encore. Ça, honnêtement, vous le mettez au chiotte, là, puis vous faites, attends, page 37, il y avait quoi déjà ? Dark Fantasy. Une idée pour créer une map de Dark Fantasy. Ça tient sur 2 pages. Et en fait, vous passez d'une idée à une autre, etc. C'est vraiment très très cool. Et dedans, il y a le blorb. Alors, je pense que le blorb, c'est quelqu'un qui me disait ça sur Discord il y a pas longtemps, sur le Discord Le Bon MJ, c'est qu'en fait, de base, ça viendrait d'un article sur un blog. Allons à l'essentiel. Le blorb, c'est une sorte de principe de maître du jeu, qu'on peut appliquer ou non, qui peut nous inspirer ou non. Et en gros, je vous la fais très simple, vous irez voir un peu plus si vous voulez par vous-même. L'idée, c'est qu'il y a 3 tiers de vérité. Il y a ce qui est préparé, ce qui est régi et ce qui est improvisé. Ce qui est réglé, ce qui est improvisé. C'est-à-dire que à chaque situation, vous allez aller dans cet ordre en tant que MJ. C'est soit j'ai préparé quelque chose et je vais donner ce que j'ai préparé. C'est-à-dire, ils entrent dans la pièce, le bureau je crois que c'était l'exemple d'ailleurs de l'article, le bureau du shérif, je dis n'importe quoi. Bah moi, j'ai prévu tout le bureau du shérif. Il y a des indices, il y a des machins, il y a des trucs. Donc ça, c'est le préparé, c'est le tiers 1. Si je n'ai pas ce tiers 1 de vérité, je vais aller au tiers 2, c'est-à-dire une règle. Donc ça peut être une règle, système de règles de jeu, genre table aléatoire, GD, que sais-je. Bon, en soi, je dirais que les règles, en soi, c'est le préparé. Si vous respectez pas les règles, c'est un peu bizarre. Bref. Et donc, si ils vont dans le bureau du shérif et moi que j'avais pas prévu qu'ils aillent dans le bureau du shérif, bah ça va être un bureau du shérif assez classique, comme moi je me le suis imaginé, etc. Donc c'est aussi un petit peu réglé d'une certaine manière. Quitte à ce qu'il y ait quelques tables aléatoires, quelques trucs, etc. Et tout et tout. Et puis quand les PJ vont commencer à aller vraiment dans du détail, dans des machins, dans des bidules, et que les règles de cohérence ou d'aléatoire que j'ai prévues ne me supportent plus, quoi, je passe dans l'improvisation. C'est-à-dire, ils ouvrent le tiroir, ils font « Est-ce que je trouve des trucs de famille du shérif ?» Bon, bah, tous les shérifs n'ont pas la même famille, vous voyez. Il n'y a pas une règle qui dit... Vous voyez, le shérif, typiquement, il y a de bonnes chances qu'il y ait un bureau, qu'il ait son flingue rangé quelque part, j'en sais rien. On pourrait dire que ça, c'est le niveau 2. De régler. Le niveau 3, c'est quand on va dans ce que je connais pas du tout, quoi. Et donc, je suis obligé d'improviser. Alors, je peux improviser aussi avec des tables aléatoires, etc. Mais du coup,
on va dire que c'est le moment où, entre guillemets, on va le plus dans le loufoque ou dans le c'est moi qui improvise, en gros, en tant que MJ. Et en gros, l'idée sous-tendue par le blurb, c'est que avec ce truc, vous préparez, vous allez préparer beaucoup de choses, beaucoup de détails, etc. Donc vous allez mettre beaucoup de vous en tant que MJ en amont. Ensuite, vous allez essayer de prévoir les systèmes qui vont vous permettre de vous adapter au fur et à mesure. Et vous allez essayer le moins possible d'improviser, puisque vous allez dans l'ordre 1, 2, 3. Normalement, vous allez essayer le moins possible d'improviser, parce que dès lors que vous improvisez, il y a le risque que vous improvisiez, entre guillemets, à l'avantage des PJ, au désavantage des PJ, etc., etc. Eux, ça va leur donner petit à petit de moins en moins l'impression de faire face à un challenge existant. C'est-à-dire que, par exemple, dans le blurb, on vous recommande d'avoir une grande bibliothèque de profils de monstres, pour ne pas, vous, en tant que MJ, avoir à inventer sur le moment le profil du monstre, parce que lorsque vous inventez sur le moment le profil du monstre, potentiellement, vous allez vous dire « Ah ouais, je vais lui mettre un peu moins de points de vie, je vais lui mettre un peu plus de trucs. » Non, vous, l'idée, c'est que le monstre, il est défini dans l'univers avec cette force-là, cette faiblesse-là, ce nombre de points de vie-là. Et quand les PJ tombent sur le monstre, c'est eux qui font face au monstre. Ils font pas face à vous. Ils font face au monstre. Alors que si vous improvisez les stats du monstre, les PJ font face à vous. C'est un peu ça l'idée, globalement, de comment je la comprends. Et donc, selon ce principe, ce serait plutôt vertueux de faire du 1, 2, 3 que du 3, 3. Alors, on va prendre des exemples un peu pour illustrer, je trouve ça rigolo. Par exemple, on pourrait se dire que on pourrait jouer en tier 1, tier 2, tier 3, à chaque fois en répartissant différemment des petits plus. Donc, si par exemple, je fais très peu de préparation, que j'ai un petit système de règles et que j'improvise beaucoup, on pourrait imaginer soit, par exemple, un scénario très préparé, dans lequel le MJ va sans cesse ramener les PJ vers le scénario ou construire l'univers au fur et à mesure de son inspiration. Pourquoi très préparé alors qu'il n'y a que un plus dans le tiers 1 ? Parce que peut-être que oui, c'est très préparé, mais il n'y a qu'une manière de faire qui est très préparée. Un truc très linéaire, vous voyez. Et qu'en gros, le taf du MJ dans ce style, c'est d'improviser un maximum pour que quand les PJ s'éloignent du peu de choses qui étaient préparées, eh ben, il les ramène vers ce qui a été préparé. Ou alors, ça pourrait être, on peut l'interpréter d'une manière différente, c'est que il a préparé très peu de choses, mais c'est des high concepts, genre des grandes factions. Il a un petit système de règles pour garder de la souplesse et donner une direction à la partie, trancher les choses. Mais ensuite, ce que vont faire ces factions, ce que vont faire les PJ, etc., il va l'improviser. Donc en fait, ou plutôt il va développer tous les détails de l'univers en partie en improvisant. Donc c'est moins dirigiste que le truc qu'on expliquait juste avant. Par contre, je sais pas, potentiellement, on peut avoir le sentiment que ouais, l'univers, soit il est cousu de fil blanc, c'est-à-dire que des fois, quand on improvise, ben, on est moins original, parce qu'on est un peu pris de court, ou soit avoir l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de préparé derrière, quoi, par exemple. Donc, chaque truc peut avoir ses forces, ses faiblesses, tout ça. Prenons une autre répartition, par exemple. Tier 1++++, tier 2+, tier 3+. Donc ça, c'est un peu l'approche Shadowmarch 2. On peut imaginer ça comme un grand module où tout a été préparé en avance et les PJ circulent librement dans la prep. Le système et l'impro servent simplement à faire réagir la fiction aux actions des PJ. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de préparation, il y a énormément de lieux, énormément de personnages, énormément d'objets, énormément de rencontres, énormément de machins, de trucs. Ce qui fait qu'il reste peu de choses à improviser en termes de création d'univers. Il n'y a pas besoin de tant de tables aléatoires que ça, etc. En fait, le monde existe. C'est ce qui pourrait se rapprocher le plus d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que quand vous commencez la partie, le monde est là, quoi. C'était un peu la logique que je poursuivais dans la Shadowmarch 2. Et le système et l'improvisation servent juste à trancher et à faire réagir la fiction au PJ. Rien d'autre. Ou très peu. C'est-à-dire que si les PJ, effectivement, ils vont dans une petite ruelle, ils cherchent un truc ultra spécifique et tout, bon, bah là, il va peut-être y avoir un petit peu d'improvisation. Mais globalement, tous les endroits où ils pouvaient aller, etc., étaient pensés à l'avance. Ça veut pas dire qu'il y a forcément un scénario, hein. Parce que le risque avec ce même schéma-là, on pourrait le traduire différemment. On pourrait dire, ça, c'est la linéarité absolue. En fait, en fonction de la forme de la préparation, ces trucs s'interprètent différemment. Si je suis dans l'exemple précédent, le fait qu'il y ait très peu de préparation mais que j'improvise beaucoup, ça veut dire qu'en gros, je vais cultiver l'illusion pour les PJ que leurs choix ont vraiment un impact, mais je vais en permanence me servir de mon improvisation pour les ramener vers le tout petit bout de scénario que j'ai préparé. Là, le tiers 1, on pourrait le traduire en mode linéaire, il y a toute une campagne écrite à l'avance, et dès que les PJ essaient de faire autre chose, je leur mets des murs. On pourrait aussi le traduire comme ça, vous voyez. Donc,
vous voyez, c'est pas, c'est des modèles mentaux, hein. On n'est pas en train de dire que ça veut forcément dire ça. Enfin, je m'amuse avec vous, là, j'espère que vous trouvez ça rigolo. Ensuite, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Donc là, c'est la répartition que je cherche à faire sur la Shadow March 3. Donc on pourrait imaginer une partie où certains lieux et événements sont bien définis, plus, et le reste est plus laissé à l'aléatoire ou à des systèmes prévus de génération. Donc, c'est-à-dire, il peut y avoir des tables aléatoires pour les rencontres. Quand on est dans un donjon, il y a une liste de monstres, mais on sait pas, ou de trésors, ou de situations, mais on ne sait pas dans quel ordre on va les rencontrer. Des choses un petit peu moins, hyper designées à l'avance, voire éventuellement quelques petites trolls quantiques. C'est-à-dire que si moi j'ai pas encore réfléchi à 15 ruines différentes et qu'ils se dirigent vers une ruine, et ben peut-être que je vais mettre la ruine que j'avais prévue, vous voyez. Donc c'est faire appel tout de suite à quelque chose de préparé, mais qui finalement n'est pas forcément fixé dans le marbre et qui est plutôt, je dirais, dans la partie 2, quoi. Et bien sûr, toujours une partie plutôt faible d'improvisation. Ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout. Mais en gros, elle sert généralement, cette improvisation, à faire réagir le setting aux actions des PJ, pas à créer le setting. C'est ça qu'il faut retenir. Bref, maintenant qu'on a vu le blorb, on va passer au dernier truc que j'avais envie de voir avec vous. C'est un peu j'en conviens, c'est un petit peu un bordel, hein, toute cette vidéo. Mais c'est pas grave, on se fait plaisir. J'ai rajouté un truc à mon document. Vous allez dire encore l'XP. Donc je garde l'XP de Shadow Dark, la découverte de trésors, de mystères, blablabla, classico del Madrido, le carousing. Ensuite j'ai mis une petite phrase d'ambiance qui sert pas à grand chose. Mais surtout j'ai rajouté un petit truc pour gagner l'XP, c'est les thèmes de porteurs. Et donc en fait, les joueurs peuvent choisir ou tirer 2 thèmes de porteurs. Et en gros, à la fin de la séance, si ils ont joué un de ces thèmes, ils expliquent comment ils l'ont joué. Et vraiment, c'est à la liberté du joueur. En fait, moi, j'ai pas vraiment mon mot à dire. À la limite, on peut en discuter en tant que groupe. Et si en gros c'est joué, on gagne un XP. Les joueurs peuvent changer de thème quand ils le souhaitent. S'ils aiment pas le thème qu'ils ont choisi, etc., je vais pas les enfermer dans un truc. L'avantage que je pense avec ça, c'est que déjà on va jouer des tropes qui me semblent plutôt liés aux aventuriers, etc. Ça peut guider un petit peu, aider à mettre la machine en marche. Deuxième truc, en limitant le nombre de thèmes, on va peut-être avoir plusieurs personnages qui vont plus vite se diriger vers des thèmes communs, ce qui va peut-être créer de l'interaction, je me dis. Aussi, je pense que d'un point de vue poétique, ça résonne avec ce que j'ai envie de faire. Et par le fait de laisser les joueurs changer de thème, ça peut les aider aussi à envisager en fait l'évolution de leur personnage en rebondissant d'un de ces thèmes à un autre au fur et à mesure de la campagne. Et quand je dis qu'ils peuvent jouer ces thèmes comme ils le veulent et que c'est leur explication finalement qui prime, c'est-à-dire que si par exemple mon thème c'est la solitude et que ça veut pas dire que je dois jouer le personnage solitaire, c'est-à-dire que c'est un des thèmes de mon personnage qui est traité par mon personnage et que je vais essayer de mettre en avant. Et donc peut-être que comme mon personnage ressent une grande solitude, il s'attache énormément aux autres, mais il n'a pas l'impression d'avoir de l'attachement en retour. Ou alors peut-être qu'il cherche une famille. Ça veut pas dire qu'il doit jouer le loup solitaire, tout faire tout seul, etc. C'est pas un trait de caractère, c'est un thème. C'est comme la nature. Si je joue la nature, peut-être que je suis un scientifique qui étudie la nature, ou peut-être que je suis un survivaliste, ou peut-être que je cherche à protéger la nature ou à contrôler la nature. Vous voyez ? Donc finalement, c'est très très large. Mais la manière dont c'est mis, je pense que ça peut aider à partir sur quelque chose de très simple aussi. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je trouve cool quand on joue dans la Shadow March. C'est de pas partir avec des personnages avec un background hyper intriqué, etc. Un peu comme tout ce dont on parlait avant. De réfléchir à un personnage qui doit être assez évocateur, assez archétypal au départ, et qu'on va développer, creuser, tout ça. Et en fait, juste en se posant sur un de ces 2 thèmes et en essayant de le jouer, de le faire ressortir, je pense que ça va enrichir la narration. En un seul mot, on va avoir une sorte de point de gravité, peut-être. En tout cas, c'est l'objectif. On verra. Mais de centre de gravité plutôt, de roleplay pour le personnage, plutôt qu'un gros background. Avec la combinaison du background de base, c'est-à-dire que dans Shadow Dark, vous tirez un background, donc par exemple... enfant des rues, soldat, un truc comme ça, plus de l'événement traumatique. Par exemple, vous avez subi une défaite cuisante face à un ennemi puissant, remettant en question votre confiance en vous et votre capacité à réussir. Plus le thème, on peut avoir un personnage assez vite, genre, je suis un soldat qui a subi une défaite face à un ennemi cuisant, et qui a pour thème la nature et la découverte, bah peut-être que je fais une croix sur la violence. Je cherche régulièrement à me ressourcer dans la nature pour fuir mes souvenirs sombres, je sais pas quoi.
et que je suis dans la découverte, c'est-à-dire que j'essaie de trouver une autre part de moi-même que ma facette de guerrier, en fait, de trouver autre chose. Voilà, c'est simple, j'ai pas besoin d'avoir défini ouais, ça c'est en fait c'est mes parents, alors en fait on a grandi à la bourgade de Val sur Bisembuse. À 8 ans, j'ai eu un trauma crânien. Ça peut être très cool hein, de faire des backgrounds comme ça, mais clairement, ce n'est pas le but dans cette campagne. Et donc, dans cette manière de jouer. Donc, je pense que ça, ce sera plus efficace. Sur ce, bah, moi, j'ai fini ma vidéo un peu bordélique, qui sera sûrement très longue. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à venir sur Tipeee pour soutenir, les amis. Ça fait plaisir. Et puis, c'est concret. Sans quoi, un petit like, un petit abonnement et un petit coucou sur le Discord. La bonne journée.